Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Infolibre. Nous venons vers vous. Tout d'abord, Manuel Valls, récemment nommé Premier ministre, a fait... Vous remarquerez que je ne fais pas comme Edwy Plenel. Hein. Ah oui, vous en allez pas. En vous disant au revoir. Ouais, Edwy Plenel, il y aurait beaucoup à dire à son sujet. Oui, effectivement, il fuit les questions de l'agence Infolibre comme Yann Moix ou tant d'autres. Alors merci de nous recevoir encore une fois à votre domicile. Nous voulions donc tout d'abord vous faire réagir au sujet du discours de Manuel Valls à l'Assemblée afin d'obtenir la confiance des députés, où celui-ci a annoncé une réforme de la carte des régions françaises en passant au minimum par une division par 2 du nombre de régions. Sur votre page Facebook, vous avez déclaré qu'il s'agissait de l'application d'une directive de Goldman Sachs. Est-ce que vous pouvez développer? C'est exact, parce que depuis que je fais la revue de presse, donc je me souviens très bien d'avoir vu cette directive de la Goldman Sachs il y a à peu près 3 ans, ou 2 ans ou 3 ans, et j'en avais même fait un article en mars 2013, d'ailleurs, que j'ai posté sur Facebook, à titre, indicatif. Alors c'était intéressant parce que Goldman Sachs avait demandé ça déjà il y a 3 ans, et ensuite l'OCDE est revenu dessus, et c'est un grand papier qui a été fait par le Figaro il y a grosso modo 1 an. Alors pour vous résumer, l'OCDE, qui reprend exactement les mêmes arguments que Goldman Sachs, demande la suppression des régions ou en garder que 20 ou 30%, de manière à pouvoir réaliser des économies considérables, sous-entendu afin que la France garde sa capacité de remboursement des bons du Trésor. Voilà. Donc en fait, les Goldman Sachs, si vous voulez, fait les calculs pour que la France puisse servir de... Vous savez, c'est un peu comme une orange qu'on presse, quoi, qu'on puisse la presser le plus longtemps possible. Vous voyez, on a commencé il y a quelques années à vendre tous les bijoux de famille, tous les immeubles, les grands hôtels particuliers, etc. L'hôtel Kléber, qui avait abrité notamment les discussions de la paix au Vietnam avec Kissinger, qui était un truc qui appartenait au ministère des Affaires étrangères. Tout ça, on a vendu. Maintenant, on vend les régions. Vous voyez, bientôt, ils vont demander aux Français de se promener tout nus, hein, histoire de pouvoir rembourser les bons du Trésor, hein, de garder la capacité d'endettement au profit des banques privées, bien entendu. Et j'en profite pour faire une parenthèse, puisque j'ai vu un autre article, c'est l'un de mes lecteurs qui l'a signalé, c'est-à-dire que, alors je crois que c'est dans Challenge ou dans le Nouvel Observateur, peu importe, les banques américaines sont en train de prendre, de prendre le pas sur les banques françaises en France. Hein. Donc, et ça, c'est la conséquence de la planche à billets. C'est-à-dire qu'on voit bien, on voit bien que les banques américaines, profitant de la manne céleste de la planche à billets, sont littéralement en train de prendre le pouvoir en France. Et pas qu'en France d'ailleurs, hein, dans les autres pays, en Italie, en Espagne, etc. Hein, et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on voit, j'allais dire quasiment physiquement, la mise en esclavage. Hein. C'est une mise en esclavage du peuple français par la dette. Hein, c'est très important. Avant, comment dire, on peut dire qu'on le pressentait, enfin ceux qui étaient dans la partie le voyaient bien, mais maintenant tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le constater, que la seule obsession de Goldman Sachs, la seule obsession de l'OCDE, qui est un bazar qui appartient aux Américains, hein, je le rappelle quand même. D'ailleurs, je vous invite à... vous montrera à l'écran, hein, le papier de 2013. C'est une... comment dire, le fait que ces directives, que Goldman Sachs donne ces directives à l'OCDE, qui est quand même un organisme international, a priori, genre ONU, vous voyez, et bien maintenant, vous voyez que les politiques, au final, reprennent. Hein, ils reprennent. C'est-à-dire que vous avez Manuel Valls, Premier ministre de la France, qui reprend une directive, qui impose une directive de Goldman Sachs. C'est quand même extraordinaire. Ou de l'OCDE. C'est pas une idée à lui. C'est pas une idée de François Hollande. Hein, c'est quelque chose qui remonte à très loin, que j'ai chroniqué il y a 3 ans, hein, dans la revue de presse internationale. Et c'est pas... ça ne sera pas la première, ni la dernière. Hein, c'est très très intéressant à observer. Je suis absolument stupéfait par l'inculture des politiques français. C'est absolument phénoménal. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que ces gens n'ont jamais bossé. J'ai vu passer un article comme quoi la quasi-totalité du gouvernement actuel, ce sont des gens qui n'ont jamais bossé dans le privé. C'est tous des fonctionnaires quasiment. Donc, bon, effectivement, je ne sais pas si c'est lié, mais
Franchement, c'est consternant. C'est vraiment consternant. Vous savez, ne vous trompez pas. Le pouvoir est donné aux banques. Regardez qui a été nommé secrétaire général de l'Élysée. D'accord ? Si vous regardez les secrétaires généraux de l'Élysée, si vous regardez l'historique, vous verrez que ça correspond tout à fait à l'équivalent à la Maison-Blanche. Qui a été nommé, c'est donc Jean-Pierre Jouyet, Oui. qui est européiste, qui a Banquier fait surtout. plusieurs... Non mais c'est des il banquiers. était à la banque Barclays, oui, effectivement. C'est des banquiers surtout. Assistant de Jacques Delors. Rappelez-vous qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était un copain de Blight Masters qui a été nommé secrétaire général de la Maison-Blanche aux États-Unis, enfin d'Obama. C'est quand même absolument incroyable. Hein, enfin bon, hein, ça vous montre bien, si vous voulez, qu'ils ont besoin d'une interface bancaire, hein, et qu'aujourd'hui le pouvoir est aux banques. Hein, non seulement les politiques n'ont plus aucun pouvoir puisque tout a été transféré à Bruxelles, mais en plus, là, je veux dire, Manuel Valls, on est la preuve vivante, hein, à administrer. On se croirait dans une pièce, vous savez, de Molière, vous savez, avec les médecins fous, là. C'est une saignée, vous voyez, une saignée, bah voilà, c'est Manuel Valls va nous faire, on va supprimer les régions, et puis après on va supprimer quoi, les villes, hein. Il y a aussi de Paris, voilà, on va reprendre Vanves, Malakoff, Montrouge, hein, Châtillon, Nanterre, etc. Et puis on va faire le Grand Paris. Hein, vous l'avez déjà entendu ça, hein, le Grand Paris, parce que ça vous évite d'avoir autant de maires, etc. Et c'est toujours des économies d'échelle. Vous savez, j'en profite de rendre hommage à quelqu'un qui vient de passer de l'autre côté, qui est maintenant avec les anges monétaires, si on peut dire ça. C'est Monsieur Prieur, qui est un spécialiste de la monnaie antique. Et il a montré dans une vidéo que les billets euros sont les billets les plus horribles qui aient jamais été conçus, hein, dans l'histoire des billets de banque, et que tout ce que vous avez dessus, ce ne sont que comment dire, vous avez même plus un personnage historique, un philosophe, un écrivain, un scientifique, vous voyez, comme on avait auparavant. Non, c'est justement pour supprimer toute idée de nation. C'est pour empêcher le peuple européen de se reconnaître même dans un billet. Là, et comme il le dit si bien, vous n'avez que des portes et des fenêtres. Et qui plus est, ce sont des portes, des fenêtres et des ponts qui n'existent pas, qui n'existent nulle part. Donc vous voyez jusqu'où va se nicher cette folie. Et vous voyez, et si vous regardez bien l'historique des billets de banque, vous verrez que le premier billet qui annonçait déjà les billets euros, c'est le billet Saint-Exupéry, hein, et on était très très loin, hein, avant l'arrivée de l'euro. Donc vous voyez que ça, c'était déjà vraiment préparé, pensé longtemps à l'avance. Puisque qu'est-ce qui est le plus commun à tous ces peuples européens, sinon comme média, hein, sinon le billet de banque. Le billet de banque est le premier média, ne l'oubliez jamais. Hein. Je crois que c'est Auguste, hein, qui a été l'empereur. Il me semble qu'il a été le premier parce qu'avant vous aviez que des dieux et des déesses dessus. Hein, donc il a été le premier à dire je veux mon portrait sur les pièces. Hein, boum. Hein. Donc maintenant, vous voyez où on en est. C'est des concertos pour une porte et une fenêtre de Pierre Henry. Vous voyez que les musiciens sont des prophètes finalement. Alors toujours dans l'actualité, suite au municipal, on a eu dans la commune de Lilliers, donc le nouvel élu Pascal Barois, lors de son discours d'investiture, a vu derrière lui le portrait de François Hollande tomber. Oui, j'ai bien ri. Ça m'a fait ma semaine, on va dire ça comme ça. Bah oui, ça rejoint... Je trouve que dans les signes, c'est absolument étonnant. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que d'abord, les premiers signes pour François Hollande, c'était ses toutes premières apparitions sous des pluies battantes. Hein, il n'avait même pas de parapluie, il était trempé, il ne voyait plus rien, ses lunettes étaient trempées, etc. Ensuite, il prend l'avion. Alors c'est vraiment son voyage symbolique, présidentiel. Il prend l'Airbus pour aller voir Madame Merkel, et son avion foudroyé, 2 fois, si mes souvenirs sont bons, hein, 2 fois, au point que le pilote, paniqué, est obligé de faire demi-tour,
pour atterrir à Vélizy-Villacoublay. Donc c'est franchement, je me souviens à l'époque, on avait dit c'est vraiment de très mauvais signe. Ça, c'est surtout pour un truc inaugural, quoi. C'est tellement symbolique à plusieurs égards. Ensuite, bon, je veux dire, il a l'âge Koumoun. Je pense notamment à l'essai. Je pense notamment à l'essai nucléaire du sous-marin, je ne sais plus quel sous-marin, donc c'était un essai in vivo avec l'armée, c'est un entraînement en fait, hein, pour lui. Il devait appuyer sur un bouton donc, qui déclenchait le lancement de missiles nucléaires, et le truc a explosé en plein vol. Il est la Shkoumoun, quoi. Il y a des gens comme ça, hein. C'est comme la Porsche de James Dean, hein. Hein, tous ceux qui ont acheté qui ont pensé récupérer un bout de la célébrité de la Porsche de James Dean, ils ont tous eu des accidents les uns après les autres. Il y a plein d'histoires comme ça, hein, où il y a l'âge commun. Je pense notamment à l'académicien Maurice Reims qui m'avait raconté une histoire comme ça lors d'un dîner où il y avait une pierre précieuse comme ça qui ruinait toutes les familles, les unes après les autres, et que la propriétaire était venue le voir avec une émeraude grande comme ça. Et elle avait exigé que cette pierre soit détruite à coups de marteau devant elle. Et Maurice Reims était tellement surpris par qu'il l'a raconté, il me semble dans ses mémoires, enfin, en tout cas nous il l'a raconté, parce que tellement ça l'a marqué de détruire une émeraude qui portait la poisse, quoi. Et donc là, effectivement, bah, on a un François Hollande qui a l'âge commun. Et je pense que parce qu'on voit bien sur la vidéo que c'est quelque chose, c'est un portrait très léger. C'est assez symbolique d'ailleurs, hein, puisque le cadre est en plastique, tout est en plastique. Je veux dire, tant et si bien, si vous voulez, qu'ils n'ont même pas eu besoin de mettre un clou au mur. Ils l'ont collé avec du scotch double face. Et le truc s'écroule au moment où le type prend les rênes de la ville, quoi. C'est incroyable. Non mais c'est vraiment incroyable. Et on le voit après, la dame qui transporte, on voit bien que c'est hyper léger, quoi. C'est comme une feuille de... Enfin, c'est comme un carton, quoi. Hein. C'est tout léger. Non mais c'est terrible, là, tous les... et je pense aussi, tiens, puisqu'on en parle, je pense aussi, le jour où j'étais... c'était quand ça? C'était le mois de novembre. Oui, c'était le 11 novembre, parce que là ça s'est passé devant moi, je filmais en plus, où le cavalier de la garde républicaine est tombé. Il est tombé, il était juste derrière, dans la rangée qui suivait la voiture de Hollande. Et il était tellement peureux, moi je veux dire... je me souviens toujours vu que ce soit Sarkozy, Chirac, etc. Quand vous pensez que François Mitterrand, mois de novembre, il était malade, il avait le cancer, il était dans une Jeep, debout, face au vent glacial, hein, et il remontait ça vraiment à la vitesse d'escargot. Je veux dire, il n'avait pas peur de ce... Hein, il était fier d'inaugurer. Et là, vous avez un mec qui est là dans sa voiture qu'il faut enfermer. Mais c'est effroyable. Moi, j'ai connu toute cette partie Mitterrand, et je peux vous dire que Mitterrand était à côté de Hollande, mais je veux dire, on avait un président, mais il est quasiment digne de Gaulle, quoi. Là on a un pleutre au gouvernement. C'est effroyable. Effroyable. Enfin, voilà, donc c'est une série de mauvais signes. Enfin, vous savez, dans Sex and the City, hein, mes souvenirs sont bons, il y a un épisode qui est assez marrant, dans lequel, lors d'un mariage, ils ont comme ça tous les plus mauvais signes possibles et imaginables. Et je crois que c'est un mariage qui tient. Donc Dieu nous garde, si je peux dire. Croisons les doigts. Je vous remercie. On va passer à un sujet qui est plus au cœur de votre travail, et sur la JP Morgan et le départ de la fameuse Blythe Master. Oui, enfin, si vous voulez, il y a deux choses avec la JP Morgan en ce moment. Il y a deux choses, c'est très important. Il y a 200 banques, c'est ce que j'écris dans la revue de presse. Vous avez à peu près 200 banques à Wall Street, d'accord ? 200. Et depuis les premiers 90 jours, vous voyez même le chapeleur, hein, il y a eu 6 morts. 6 morts à la JP Morgan.
sont signe avant-coureur d'une catastrophe à venir peut-être. Qui sont un signe avant-coureur, qui sont un règlement de compte, si vous voulez, entre du moins c'est ce que je vois, hein, entre Goldman Sachs et JP Morgan. Ouais. Pour quel motif? Le motif, si vous voulez, c'est d'abord la faillite de MF Global. La faillite de MF Global, ça avait coûté, je ne sais plus, 1 ou 2 milliards de dollars, peu importe. Et c'est Jamie Dimon qui a poussé à la faillite. Hein, et c'est lui qui a raflé le milliard. Hein, ce qui fait que Corzine n'a pas pu honorer ses obligations. Et il a été mis en faillite. Et il ne vous a pas échappé, j'en suis à peu près certain, peut-être que ça vous a échappé, mais le fils de M. Corzine a été retrouvé suicidé dans un hôtel au Mexique il y a à peu près 15 jours. C'est un garçon qui, si vous voulez, qui vivait à Malibu, dans une maison, dans une grande maison, enfin je veux dire à plusieurs millions de dollars, qui était tellement riche qu'il ne savait pas quoi faire, donc il jouait au poker. Donc vous voyez, c'est les profils de gens qui se suicident tous les jours, quoi. C'est évident. Hein. Et donc, on l'a retrouvé mouru dans un hôtel au Mexique. Et après, on a retrouvé des morts de la Goldman Sachs, des gens qui sautaient par la fenêtre, etc. Bon, voilà. Donc, tout ça participe, si vous voulez, à un règlement de compte à plusieurs niveaux, mais de toute façon, je l'ai déjà dit maintes fois, hein, depuis maintenant, ça fait 1 an que j'en parle. J'ai toujours dit que Goldman Sachs voulait la peau de Blight Masters. Hein, vous avez été témoin de la chose. Je l'ai écrit, qu'il voulait sa peau. Hein, je l'ai même annoncé chez Max Kaiser. Et à l'époque, même Blight Masters faisait dire que j'étais complètement fou. Eh bien, vous avez vu que, grosso modo, un peu moins d'1 an, elle a été effectivement virée. C'est-à-dire que le plan est tellement vicieux. À ce niveau-là, c'est pareil. Son département. Non, mais attendez. Ce que vous devez voir, si vous ne savez pas où elle va aller, on s'en fout. Ce que vous devez voir, si vous voulez, c'est que son département en matière première a été racheté par une. On va pas l'appeler filiale parce que c'est pas le cas. Mais dedans, vous avez. Je sais plus, je crois que vous avez à peu près 200 ou quelques traders qui appartiennent à Goldman Sachs. C'est Mercuria. Hein, c'est Mercuria qui est une des plus grandes sociétés de trading de matières premières agricoles. Donc, et qui est fondée par des anciens de la Goldman Sachs. Donc, et ce sont ces gens-là qui ont racheté son département à elle, à la JP Morgan. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est comme si votre pire ennemi vous rachetait. Hein, rachetait tout votre immeuble, votre joujou, quoi, tout ce qui fait votre vie. Et le département matières premières, c'était la fille de Blight Masters, c'était son truc, c'était son bébé. Hein. Elle se fait piquer son bébé par les gens de la Goldman. Donc, il s'est passé, c'est même allé beaucoup plus loin que je ne l'avais cru, parce que là, de là à lui prendre son truc, c'est énorme. Ça, c'est un coup de maître. Il n'y a pas à dire, c'est un coup de maître, effectivement. Donc, là, il est question que... Attendez, je vais prendre le chat, sinon... Viens là-bas. Viens là. Hop. Viens là. Non, parce que là, elle va chercher votre micro. Je le vois gros comme une maison, là. Hein donc, ça va être quelque chose qui il y aura un règlement de compte de la part de Blight Masters. Comment, je n'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, elle quitte la JP Morgan à la fin de l'année, puisqu'elle doit finaliser... je ne sais pas si vous imaginez, en plus là vous êtes payé, c'est comme si vous étiez payé à transmettre tous vos pouvoirs à votre pire ennemi qui vient de vous racheter. Et lui apprendre comment le gérer. Ils sont très forts les mecs de la Goldman Sachs, très forts. Très très forts. Et c'est ce que je dis depuis maintenant quelques semaines. Observez bien le nombre de morts de banquiers. Hein, vous prenez 200 banques, vous avez 6 morts à la JP Morgan, et de banquiers, hein, et 0 du côté Goldman Sachs. Si on met le fils Corzine, qui n'était pas banquier, de côté. Donc vous voyez bien que il y a quelque chose. Alors bien sûr, il y a d'autres banquiers qui sont morts, mais là c'est un de chaque, quoi. C'est des hedge funds, etc. On est je pense qu'on a une vingtaine de morts depuis. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que Goldman Sachs a pris le pouvoir
sur la totalité des matières premières. Et que tout ce que vous achetez quand vous faites vos courses, quand vous achetez du café, du chocolat, quand vous achetez vos jus d'orange, etc., aujourd'hui, c'est Goldman Sachs qui prend maintenant sa dîme. Voilà. Puisqu'ils ils sont majoritaires. Donc, bienvenue dans le monde de l'esclavage, au nom de Goldman Sachs et de Lloyd Blankfein, qui fait le travail de Dieu, comme vous le savez. Une question conclusive, on sait que vous regardez de près les cours de l'or. Oui. Est-ce que vous avez pu remarquer récemment des mouvements de spéculation? Ah, tous les matins. Oui, tous les matins. Boum. Tous les matins, ça... je sais parce qu'en ce moment, vous savez que j'écris mon prochain livre et donc je travaille toute la nuit. Et je vois effectivement, donc, à l'ouverture, en général c'est au Japon, et puis ensuite à New York. New York rouvre à minuit, mais je pense qu'ils vont chercher ce qu'il y a à Tokyo. Et donc on voit les attaques. Hein. Et donc je vois, pas plus tard sur je sais pas, les 5 derniers jours, justement j'en parlais avec quelqu'un, avec Laurent, on voyait bien l'attaque le matin, les mecs ils arrivaient au bureau, boum, hein, et puis dans la journée ça finissait par monter. Donc l'or offre une résistance absolument phénoménale en ce moment. Plus les tensions sur l'Ukraine et la Crimée, comme vous le savez, c'est très très net. Et quels sont les enjeux de ces manipulations des cours de l'or? Et quels conseils vous donneriez aux personnes lambda qui aimeraient peut-être investir dans l'or? Parce que c'est pas le moment d'acheter en ce moment. Non mais attendez, alors là je ne change pas d'iota mon discours d'un seul iota. Je veux dire, si vous pensez que le système papier va tenir comme ça très lentement, vous avez vu la liste de licenciements, hein, ces listes de licenciements sont absolument effroyables, elles continuent à l'être. Donc la montée de Wall Street et des CAC 40 et tout ça, c'est fait au cric. Hein, c'est fait pour faire croire aux gens que tout va bien, alors que tout le monde sait pertinemment que c'est une arnaque finie. Et moi je dirais, c'est toujours le moment d'acheter de l'or. Voilà. J'ai toujours dit, ne regardez pas les cours, on s'en fout des cours. Ça n'a aucune espèce d'importance, le cours de l'or. Aucune. Je veux dire, si vous investissez dans l'or, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, avec les high frequency trades, comme vous le savez, la vitesse de la lumière, vous avez aucune chance contre ces mecs. Que vous achetiez une action de General Motors, de Goldman Sachs ou de l'or, vous avez strictement aucune chance. Hein. Bien préciser, distinguer l'or papier de l'or réel. Ah bah évidemment, non, je parle d'or physique. Évidemment, je parle d'or physique, c'est évident. Hein. Vous investissez dans l'or, vous vous dites... c'est une question de philosophie, hein. C'est une question de philosophie. C'est même pas une question de... vous savez, de toutes les conneries de Toiti ou de tous ces gens qui vous ont dit il y a 3 ans, hein, que le CAC 40 serait à 5000 points. Il y a déjà 3 ans, moi je vous rappelle. Hein. Aujourd'hui, vous avez toute une série de... à Wall Street, ils ont lancé des IPO, comme on dit, toute une série de nouvelles sociétés. Ça a été des bids complets. Hein, parce que le public américain maintenant s'est rendu compte dans sa très vaste majorité que plus personne ne peut, que c'est devenu une immense escroquerie. Hein. C'est comme si vous alliez au casino, hein, et que vous aviez en fait, entre chaque numéro, vous aviez un 0 et un double 0. Hein. Voilà. Non mais vous imaginez à quel point les dés sont pipés. Donc achetez de l'or si vous voulez. Je vous donne toujours l'exemple, il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, vous avez un couple qui a trouvé des pièces d'or espagnoles au large de la Floride ou sur une plage de Floride, je ne me souviens plus. Je veux dire, c'est des pièces qui datent d'il y a de 1720 ou 1730, peu importe. Je veux dire, ça fait quasiment... ça fait 3 siècles. Les pièces, non seulement elles ont encore la valeur de l'or, hein, indépendamment de leur valeur numismatique. Ok. Si vous retrouvez des billets de banque de votre grand-mère, vous pouvez en tapisser vos toilettes. Hein. Et personne ne va vous les reprendre. Donc c'est ça que je dis, si vous voulez préserver vous mettez ça dans l'or, hein, ou vous achetez un studio, enfin, je veux dire, et vous le louez. Mais certainement pas... je veux dire, en plus, avec l'inflation
On vous dit que l'inflation est à 2%, alors que tout le monde sait que c'est entre 15 et 20 chaque année, hein, parce qu'il suffit de voir les boîtes de conserve qui rétrécissent, hein, les boîtes de gâteaux qui rétrécissent, tout rétrécit, les lessives, hein, les trucs de lessive, vous avez vu, c'est... Hein, j'ai vu... enfin bon, bref. Donc ça, c'est une inflation qui est totalement masquée, que l'INSEE, bien entendu, se refuse à voir. Et pourquoi? Parce que le gouvernement, n'oubliez pas, paye les livrets A, hein, elle rémunère les livrets A en fonction du chiffre officiel de l'INSEE. Donc l'État, comme c'est l'État qui donne le numéro de l'inflation via l'INSEE, ben, ils vont pas vous dire que c'est du 20% cette année. Hein. Vous vous rendez compte, combien ils seraient obligés de payer sur le livret A? Donc c'est un vol global. C'est un vol global. Je veux dire, enfin tout le monde s'en est rendu compte. Je veux dire, pas besoin d'en faire si je veux dire, des tartines. Même, à propos de tartines, même le Nutella. Hein. Voilà. Donc et puis puisqu'on parlait avant c'était Black qui rachetait le cacao. Bah, vous voyez que maintenant c'est Goldman Sachs. Hein, donc on ne peut pas échapper à l'emprise de la tentacule. Mais Pierre Jovanovic, nous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence Info Libre. Ben, merci à vous, et puis je salue Edwige Plenel. Hein. On lui transmettra vos salutations. Apparemment, Merci apparemment, il suit notre chaîne YouTube. Donc peut-être que ça lui arrivera. À bientôt. Merci à vous.